Kalzebe Pahimi Debe vient d'avoir la confiance des élus du peuple. Son programme politique qui met en exergue les actions de son gouvernement est largement approuvé par la représentation nationale. La séance s'est déroulée en présence des membres du gouvernement, des représentants des grandes institutions de la République et du corps diplomatique accrédité au Tchad. Belgar, l'armée la guerre. Le Premier ministre Kalzebe Pahimi Debe vient d'accomplir son rituel constitutionnel. C'est une exigence de l'article 97 de la loi fondamentale qui fait obligation à un Premier ministre nouvellement promis de présenter son programme politique à l'approbation de la représentation nationale. Et bien, comme il s'agit de la confiance, les élus du peuple l'ont fait par un vote massif. Le vote dans le résultat suivant. Je demande. Le programme politique du gouvernement Les deux extraits du 162. même sont là. Contre le programme politique du gouvernement 0, 21 abstentions. Donc le gouvernement du 23 novembre 2013 a été investi par l'Assemblée nationale qui a adopté son programme politique. Vous avez le vote de confiance. Ce vote a été rendu possible grâce à un programme politique brillamment présenté et valablement défendu par le Premier ministre. C'est un document de 24 pages qui met en exergue 8 axes principaux de la politique gouvernementale consacrés au reste des années du mandat social. Il s'agit de la souveraineté alimentaire, l'accès à l'éducation et à l'eau potable, le développement industriel répondant aux besoins notamment dans le secteur de l'agroalimentaire, la création d'emplois et le développement de l'auto-emploi, la transparence dans la gestion de la chose publique, la justice sociale pour tous et l'égalité des chances de tous les citoyens devant la loi, et enfin le respect du droit et de l'autorité de l'État. Comme à l'accoutumée, la présentation de ce programme a suscité un débat. La réouverture des lycées supprimée, le dialogue politique, la cherté de vie, le contrat de partage signé entre l'État tchadien et la société Global Petroleum et la problématique de l'insécurité sont entre autres les préoccupations soulevées par les élus du peuple. Toutes ces interrogations ont trouvé leur réponse. Tout est bien qui finit bien. Kalzebe Pahimi Debe vient d'accomplir un devoir sacré à travers cette caution de la représentation nationale à son programme politique. Cette séance s'est déroulée en présence des membres du gouvernement, des diplomates accrédités au Tchad, le cabinet de la primature et bien sûr la majorité des députés. Des parlementaires par rapport aux établissements supprimés par son prédécesseur et le contrat de partage signé entre le gouvernement du Tchad et la société Petroleum. Le Premier ministre a été on ne peut plus clair. Un extrait de ses propos. La mesure de suppression des lycées. Et il s'agit de choisir entre deux mots le moindre. Moi, je ne vois pas dans sa majorité de nos compatriotes, dans la situation actuelle où il y a eu floraison des lycées, où il y a eu rapprochement des lycées, des élèves. Maintenant, on met tout ensemble, on revient à la situation de, je ne sais pas, d'il y a 10 ans, 20 ans. On demande aux filles d'aller rester chez les tuteurs, on demande aux parents d'aller louer des cases aux enfants alors qu'ils n'en ont pas les moyens. On demande aux enfants, même si nous autres, on a fait en notre temps 30 km aller-retour pendant la journée pour aller à l'école, c'est pratiquement impossible maintenant de demander à ces enfants d'aller de faire ces distances d'aller chercher le lycée. D'abord, ils sont plus nombreux que nous à temps. Donc, compte tenu de tout ça, et compte tenu des revendications qui fusaient de toutes parts, des parents, des élus, des citoyens lambda, des plaintes, les enfants sont restés à la maison. Certains lycées supprimés ont toujours continué. Ils ont fait de la résistance. D'autres ont vu les enfants rester en dehors de la maison, c'est-à-dire on a mis les enfants à la porte. Donc, nous avons pris en toute responsabilité les mesures de suspension du lycée. Après, nous avons rencontré les syndicats. Les syndicats, ils ont apprécié la mesure, mais ils ont dit qu'ils souhaiteraient que ce soit appliqué pour 2014.
Mais 2014, là aussi, il y a problème. On peut aller vers une application sélective. L'idéal, c'est que ces lycées reprennent immédiatement. Parce qu'il y en a qui n'ont même pas cessé. Il y en a qui sont dans la possibilité d'être, moyennant 1 ou 2 semaines, d'être opérationnels le plus rapidement possible. Donc, le ministre en charge de l'enseignement secondaire et professionnel mettra à profit les vacances de Noël pour rendre opérationnels ces lycées. Des mesures sont prises pour rattraper le retard, parce que pour l'enseignement secondaire, je crois savoir qu'il faut 900 heures. Et avec le décompte fait par le ministre en charge de l'enseignement secondaire, on a essayé d'écourter un peu les congés de Noël et les congés de Pâques. Si besoin est, on va essayer de mordre un peu sur les vacances, de manière à ce que nous puissions rester, nous puissions sauver l'année. Toujours est-il que le mal est fait, mais il faut, je disais que les 2 mots, il faut choisir le moindre. Il vaut mieux cela que plutôt la première mesure. Et nous avons sous la main 440 enseignants qui sont disponibles en ce moment, qui viennent d'être intégrés. Ceux-là seront affectés, restructurés en priorité dans les lycées concernés, même si peut-être pas intégralement, parce qu'il faut trouver des enseignants expérimentés qu'on a restructurés entre-temps sur les lycées restants. Il faudrait en prendre là peut-être pour amener dans les lycées réhabilités, de manière à ce qu'on puisse au moins donner une égalité de chance à tous ces lycées-là. Il a été demandé que les lycées concernés ne prennent pas de frais d'inscription. Ils ne prendront plus de frais d'inscription. Et un recrutement massif des enseignants sera opéré courant 2014 en respectant donc les ordres de promotion des lauréats des écoles normales. Nous allons recourir, s'il le faut, à la contractualisation sous forme de services civiques. Question de rupture du dialogue politique n'a pas été perdue de vue par les députés. À ce niveau, le chef du gouvernement a exhorté plutôt les acteurs politiques à un dépassement pour favoriser le bon déroulement des échéances électorales à venir. Suivez. En vue de pérenniser le dialogue, il a été mis en place un cadre national de dialogue politique, le CNDP, à la suite d'une assemblée générale. Depuis lors, la CNDP est à pied d'œuvre. Malheureusement, un grain de sable s'est introduit dans la désignation, dans le processus de désignation du président de la CENI. Et à notre arrivée à la tête de la primature, nous avons pris connaissance d'un certain nombre de documents sur la base desquels mon prédécesseur a demandé de revoir la décision. Il s'avère qu'il y a un doute sur la moralité de la personne désignée. Même si, indépendamment de tout ça, le fait que la désignation défraie la chronique pour une institution aussi importante qui est garant de la transparence d'un processus auquel les acteurs politiques tiennent tant, je suis gêné à la place des acteurs politiques de soutenir une telle personne. Mais les documents qui ont été mis à notre disposition, effectivement, ça montre qu'il y a eu problème, qu'il y a problème de moralité évidente, selon les documents.
Et donc, pour une institution aussi sensible, peut-être on suggérerait que l'on puisse faire appel à d'autres Tchadiens, il y en a beaucoup, et cela nous permet de relancer le processus qui est en train de traîner. Nous avons rencontré le cadre national de dialogue politique, même si on dit, maintenant on demande au Premier ministre de trouver une solution, alors qu'on a dit que le Premier ministre n'a rien à voir là-dedans. On a dit même le président de la République n'a rien à voir là-dedans. Alors que tous ces acteurs ont reconnu, ont fait appel au président et, lors de l'Assemblée générale, mis la place de la CNDP, et ont reconnu au président de la République son rôle de garant de ces processus-là. Et donc, nous souhaiterions lancer un appel pour une plus grande responsabilité et demander peut-être aux acteurs d'être objectifs, de mettre l'intérêt du Tchad en avant. En réalité, la communauté qatari au Tchad a commémoré hier la journée nationale de l'accession du fondateur de l'État du Qatar. À cette occasion, l'ambassadeur de l'État du Qatar au Tchad a offert un dîner. Plusieurs invités de marque dont les membres du gouvernement ont honoré de leur présence ce festin. Grand Gatia Mirima. Réception officielle à l'occasion de la journée nationale célébrant l'anniversaire de l'accession au pouvoir de Cheikh Yasmine bin Mohammed bin Thani, fondateur de l'État du Qatar. Plusieurs personnalités de différents pays ont été conviées à cette soirée, ambassadeurs, ministres, des députés, des cadres de la société civile et militaire, ainsi que de représentants d'associations. La communauté qatari au Tchad n'est pas du reste. Cette journée mémorable est pour le diplomate du Qatar, Ahmad bin Abdullahi Al-Hajir, l'opportunité de mesurer les avancées de son pays sur le plan diplomatique, politique, économique et socio-culturel. L'émir Sheikh Ahmad bin Khalifa Al Thani a posé plusieurs actions pour le développement de son pays. On peut citer entre autres le chemin parcouru dans le domaine économique, touristique, sur le plan de la démocratisation de ses instances politiques pour faire du peuple qatari un peuple civilisé, pacifique et doté d'une démocratie parfaite et exemplaire. Et d'autre part d'être choisi comme premier pays arabe organisateur de la Coupe du Monde en 2022. Le Qatar, sous le règne de son Altesse, l'émir Sheikh Ahmad bin Khalifa Al Thani, reste l'un des rares pays de la péninsule arabique à connaître des avancées économiques considérables pour affronter l'avenir de demain. Un mot de partenariat dans ce journal. L'Office tchadien du tourisme et l'Agence nationale des investissements et des exportations ont signé une convention de coopération relative au développement du tourisme au Tchad. Ce sont les directeurs généraux de ces deux institutions qui ont paraphé le document en présence du président de la Chambre de commerce, Estelle Abdelkader. Bientôt, une nouvelle stratégie de développement du tourisme au Tchad sera mise en place. Pour gagner le pari, l'Office tchadien du tourisme et l'Agence nationale des investissements et des exportations ANI ont signé une convention de partenariat relative au développement du secteur. Une initiative saluée par le président de la Chambre de commerce. L'esprit de cette convention, c'est de mettre en commun les efforts des différentes institutions publiques, que ce soit l'Agence nationale des investissements ou que ce soit l'Office du tourisme, pour leur permettre de conjuguer leurs efforts pour une véritable promotion du secteur touristique au Tchad. En termes de promotion, bien sûr, mais surtout en termes d'investissement. Le secteur du tourisme n'a pas de réglementation. Donc, comment mettre en commun entre toutes ces institutions, y compris la Chambre qui leur apportera les concours nécessaires également, de mettre une véritable réglementation pour qu'il y ait un attrait des investissements dans le domaine touristique. C'est un domaine pour lequel nos autres autorités accordent une importance capitale. Les deux parties s'engagent à travers la dite signature à mener des actions conjointes afin de combler les insuffisances du secteur. Saison touristique 2013 dans la zone du Borkou, c'est pour bientôt. Le comité d'accueil mis sur pied se prépare pour accueillir les touristes et parer éventuellement
est paré à toute éventualité. Hier déjà, ce comité a organisé une rencontre élargie aux acteurs intervenants dans le secteur. Innocent Kilayo. La saison touristique organisée périodiquement dans la région du Borkou s'approche à grands pas. Pour réussir ce rendez-vous touristique qui génère des revenus à la population, les organisateurs mettent les bouchées doubles. Une rencontre de réflexion a eu lieu à Faya-Largeau, chef-lieu de la région. Compte tenu des saisons touristiques, les 2 saisons touristiques passées, nous nous amenions tous à arriver à un bon résultat, surtout une très bonne saison touristique. À cet effet, nous voudrions appeler à chacun et à chacune de vous de donner le meilleur de lui-même pour que le tourisme, prôné tant par les hautes autorités de l'État, le tourisme soit une rente. Au cours de cette rencontre, regroupant tous les acteurs de ces secteurs, notamment les opérateurs économiques, les agents du ministère du Tourisme et les autorités administratives, le gouverneur du Borkou a profité pour insister sur la réussite de cet événement. Le programme de vol charter qui devait amener les touristes a même été abordé lors de cette journée de réflexion. Ce communiqué pour la suite de l'édition, le directeur général de la police nationale rappelle une fois de plus qu'à compter de ce jour, le transport de plus de 2 personnes sur un engin à 2 roues est strictement interdit. Les motos couvertes de plastique ou dépourvues de plaques d'immatriculation sont également interdites de circulation. Les propriétaires de ces engins sont priés de se rapprocher de la Direction générale des douanes, de transport et des mines pour régulariser leur situation. Une rafle sera bientôt organisée à cet effet et tout contrevenant se verra purement et simplement retirer son engin. Par ailleurs, l'arrêté portant interdiction des mototaxis communément appelés clando reste en vigueur. Le communiqué porte la signature du directeur général de la police nationale, le général des corps armés Bichara Issa Djadala. Et puis, bientôt, les opérateurs économiques disposeront d'un guide fiscal pour une bonne lecture de fiscalité au Tchad. Ce document en question est en cours d'adoption à la session organisée par l'Agence nationale des investissements et des exportations. Les précisions avec Doba Robert. Cadre du ministère des Finances, institutions bancaires et ceux de la société civile planchent sur le régime fiscal. Ils entendent à travers ces assises élaborer un guide fiscal. C'est un document qui permettra aux opérateurs économiques de mieux comprendre le mécanisme de prélèvement auquel ils sont assujettis. Ceci en tenant compte du code des impôts et des douanes. Il ne se veut pas forcément un guide de l'ensemble des procédures, mais un guide pratique qui permettra à chaque opérateur de comprendre quand il veut s'installer au Tchad, quels sont les impôts qu'il doit payer, où il doit s'adresser et comment il doit faire. C'est l'objet principal de cet atelier. Il implique tous les départements ministériels en charge de prélèvement des impôts et taxes donc. Il nous donnera une meilleure compréhension de la question et partant permettra à l'administration également d'évaluer les politiques et réformes existantes en matière de fiscalité. Cela permettra d'identifier, de prioriser et mettre en œuvre les réformes appropriées pour un site fiscal tchadien plus attractif aux investisseurs tant nationaux qu'étrangers. Pour le directeur général de l'Agence nationale des investissements et des exportations, l'élaboration d'un code fiscal contribuera à l'amélioration du climat des affaires et partant à la promotion des investissements. Les travaux du forum sur la gouvernance dans les pays post-conflit viennent de s'achever. Des points inscrits au menu tels que la bonne gouvernance et les échanges sur les bonnes pratiques ont été passés en revue au cours de cette rencontre. Les résultats de ces assises permettront d'évaluer les efforts consentis et de faire des projections. En récit, Nobadoumbaï Talomadi. Fin des travaux du Forum de gouvernance des pays sortant de post-conflit. Ce forum vise à contribuer à la lutte contre la corruption et à étudier les voies et moyens afin d'aller en rang serré contre ce mal qui gangrène la société. Son objectif est de fournir des informations, des stratégies et des techniques aux participants venus des différents secteurs et des pays. Cette rencontre offre des opportunités et des plateformes pour l'échange des expériences et le développement des bonnes pratiques pour renforcer la lutte contre la corruption. Des travaux qui ont été riches d'échanges et d'expériences durant 2 jours. Nos recommandations seront d'une importance capitale à nos gouvernements respectifs
Abdelkerim Nassir Ibrahim de préciser que ces forums tenus en collaboration avec des entités gouvernementales et non gouvernementales ainsi que le secteur privé permet de stopper la corruption et l'extirper de la société. Tiré également des rideaux hier au ministère des Affaires étrangères et de l'intégration africaine sur les manifestations de la campagne dénommée 16 jours d'activisme contre les violences faites aux femmes. La cérémonie de clôture a été ponctuée par des interventions du ministre de l'Action sociale et du représentant du Fonds des Nations Unies pour la population au Tchad. Djourdebe Angèle. De la paix à la maison à la paix dans le monde. Défions le militarisme et finissons-en avec les violences faites aux femmes. Tel est le thème choisi cette année pour commémorer le 23e anniversaire de la campagne dénommée 16 jours d'activisme contre les violences faites aux femmes. Au terme de ces travaux, le représentant du Fonds des Nations Unies pour la population au Tchad, Mamadou Diko, a salué l'enthousiasme avec lequel les participants ont pris part aux activités et encouragé les efforts du gouvernement et des autres instances qui font face à ce fléau. La ministre de l'Action sociale, de la solidarité nationale et de la famille déplore certaines pratiques comme le mariage forcé, précoce et les mutilations génitales féminines. Une prise de conscience à ce niveau doit s'imposer pour arriver à éradiquer ce phénomène. La commémoration de cette journée internationale de lutte contre les violences basées sur le genre constitue une interpellation et un appel à une prise de conscience collective et une synergie d'action afin de faire face à ce phénomène. C'est ici l'occasion de saluer, mesdames et messieurs, les efforts des organisations féminines et l'accompagnement de nos partenaires dans la lutte contre les violences basées sur le genre et la promotion des droits des femmes et des enfants. La cérémonie s'est achevée par des représentations théâtrales sur les violences faites aux femmes. À l'instar de leurs compatriotes au pays, les Tchadiens de Niamey au Niger ont également commémoré la 23e édition de la Journée de la liberté et de la démocratie. La cérémonie s'est déroulée à la Maison des jeunes Seyni Djekou de Niamey en présence de l'ambassadeur du Tchad au Niger et du secrétaire général du MPS pour le Niger. Des précisions avec Ashta Bakar Hassaballah. C'est à la Maison des jeunes Seyni Djekou que s'est déroulée la 23e journée de la liberté et de la démocratie à Niamey. Le personnel de l'ambassade, les cadres et étudiants tchadiens, ainsi que les militants et militantes du mouvement patriotique du salut, venant de différents recoins de la ville de Niamey, ont exprimé leur joie à travers de chants, des danses traditionnelles et modernes. À cette journée commémorative, des personnalités nigériennes étaient invitées. L'ambassadeur du Tchad au Niger a rappelé le sens de la fête et a appelé à la colonie tchadienne vivant au Niger à l'unité, à la solidarité et à l'amour de la patrie. Il félicite le président de la République pour ses multiples réalisations visant à faire du Tchad un pays émergent à l'horizon 2025. Fait en image, la délégation de l'éducation nationale pour la ville de N'Djamena a un nouveau patron. Il s'agit de Dungus Abraya. La passation de service a eu lieu ce matin en présence du secrétaire général de la région de N'Djamena et des responsables des établissements. Après la sous-préfecture de Koyom, la caravane pour la paix dans la zone Kim a sillonné d'autres localités. L'objectif des initiateurs est d'instaurer à jamais la paix dans cette partie du pays. Suivons ce reportage. La localité d'Éré a accueilli la caravane de la paix en présence du préfet de Mayo-Bonnet, Mme Virgon Garbaroum, entourée pour la circonstance des leaders traditionnels, des cadres et de la population sortie massivement pour réserver un accueil digne de son nom. Aussi, un dicton populaire n'a-t-il pas dit que le linge sale c'est lave en famille. En langue du terroir, les fils des différents villages de la zone Kim se sont relayés pour expliquer à leurs parents que le moment est venu de faire la paix pour le décollage de leur contrée. La caravane s'est ensuite rendue à Djouman. Tout comme dans les précédentes localités, un grand meeting a été tenu pour expliquer le bien fondé de cette réconciliation entre les enfants Kim. Les cadres se sont évertués à faire passer le message de la paix et de la cohabitation pacifique entre les communautés. C'est un long parcours. Mais vous savez comment ça a été démarré. Et vous savez comment ça doit finir. Dieu merci, nous on ne pensait pas réaliser ce jour ici à Iré. Mais si aujourd'hui la paix est arrivée, c'est pour moi une très grande joie.
La représentante du gouverneur de la région du Mayo-Kébi-Est, Madame le préfet de Mayo-Bonnet, très émue, a manqué de mots pour exprimer sa joie. Je n'ai pas grand-chose à vous dire, mais je suis tellement contente. J'ai des sucres dans... Si je parle, je risque de détruire ça. Donc je reste comme ça. Et ce qui est attaché, on ne doit plus défaire. Et il faut que ça se consolide. Donc je laisse comme ça, attaché. Je vais ajouter de l'eau pour que ça se fortifie. Et ça continue comme ça. La localité de Kolobo marque le point de chute de cette caravane. La délégation est venue compatir avec les frères dont le temple est parti en fumée. C'est dans ce temple que la convention entre les frères Kim a été signée le 4 mai dernier. À Faya Larjo, chef-lieu de la région du Borkou, également le délégué régional de la jeunesse et des sports, a initié une caravane pour la mobilisation de la jeunesse pour le développement de la région. Le gouverneur de la région du Borkou a également pris part à cette manifestation. Mohamed Moussa Bamicheip. La caravane de Faya se veut une occasion pour identifier les maux qui minent l'épanouissement de la jeunesse du Borkou. Il s'agit notamment de la consommation de la drogue, de l'alcool, des violences en milieu scolaire et intercommunautaire. Pour résoudre ces phénomènes, plusieurs thèmes seront présentés à travers le théâtre forum et conférences débats tout au long de la caravane, et ce, dans les lieux publics et établissements scolaires. À la faveur de cet événement, le délégué régional de la jeunesse Youssouf Tokou Tahir a souligné que la présente caravane, première du genre, permettra à son équipe d'amener la jeunesse du Borkou à changer de comportement. Par ailleurs, le délégué de la jeunesse et des sports interpelle toute la population à prendre conscience comme l'a voulu le chef de l'État. Lançant les activités, le gouverneur du Borkou, Youssouf Sogoudi, appelle les jeunes à la solidarité et à l'amour pour un développement optimal de la région, longtemps meurtrie par des querelles inutiles. Mesdames et messieurs, c'est la fin de cette édition. Merci de votre très bien aimable attention. Bonne suite de programme.